merci d'être là. Le sujet de la table ronde, notamment sur les 3 quarts d'heure qui arrivent, va être vraiment autour de l'écologie digitale et de l'efficacité énergétique, globalement aussi de la lutte contre la pollution numérique. Donc déjà, on s'excuse. Normalement, il devait y avoir une présence féminine qui était Inès et je l'ai remplacée. Donc n'y voyez aucune misogynie, notamment par rapport au secteur d'activité. Et donc, je vais rapidement introduire le sujet de la pollution numérique. J'ai pas eu le temps de le faire ce matin. La pollution numérique, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est quelque chose qui se décrit en 3 chantiers autour du développement du digital. Un premier chantier qui va être dans la fabrication des outils informatiques, smartphones, etc., qui notamment nécessitent des métaux rares qui sont extraits dans des conditions assez affreuses. Et notamment Inès était allée en Afrique. Elle est bloquée là-bas justement pour pouvoir voir comment on peut notamment créer une filière autour des métaux rares, une filière propre, un peu comme ce qui se fait autour du diamant. On va avoir un deuxième sujet autour notamment des usages qui sont consommateurs d'énergie et polluants. L'envoi de mail est polluant, les data centers émettent de la chaleur, les recherches Google sont polluantes et notamment juste après, Hugues va vous donner quand même de forts insights autour de ces sujets-là. Et enfin, un autre sujet qui va être autour des D3E, et notamment comment on fait pour recycler ça. Si je dois vous schématiser un peu le problème, c'est comme si je vous demandais de me ressortir tous les ingrédients un par un d'un pain, ou d'une baguette. Donc vous voyez un peu l'ampleur du sujet, et notamment il y a eu un rapport du Sénat en 2016 expliquant que juste sur les smartphones, on avait plus de 100 millions de smartphones qui dormaient dans les tiroirs des Français. Donc, on a vraiment un sujet autour de la lutte contre la pollution numérique et de l'écologie digitale. Et je vais laisser notamment Hugues rebondir sur cette rapide introduction. Merci. Alors, je vais essayer de vous donner en 2-3 minutes donc un aperçu de ce qui peut caractériser l'empreinte environnementale du numérique. Je crois qu'il y a déjà 3 mots qui la caractérisent. C'est qu'elle est substantielle, ce qui n'est pas forcément intuitif. Ensuite, elle est croissante et à un rythme très important. Là aussi, c'est pas forcément intuitif. Et enfin, elle est disparate, c'est-à-dire que je vais vous citer beaucoup de chiffres, mais en fait, l'usage du numérique et donc la pollution qui l'accompagne est très différent à travers le monde. Donc il faut garder ça en tête. Alors comment peut-on caractériser l'empreinte environnementale du numérique? Alors tout d'abord par la consommation d'énergie que le numérique requiert. Comme l'a dit Anthony, et donc il y a 3 phases donc dans la vie de ces équipements numériques. La phase où on les produit, et la production elle commence par extraire les métaux qui vont être nécessaires pour ensuite fabriquer les équipements, la phase d'usage et puis la phase de fin de vie. Alors en termes de consommation énergétique, je dirais malheureusement la phase de fin de vie elle consomme peu parce qu'il y a fort peu de recyclage. Donc il y a beaucoup d'autres types de pollution, notamment de pollution des sols et de pollution de l'air. Et en termes de consommation énergétique, je dirais malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Donc, si on considère les 2 autres phases, aujourd'hui, la consommation d'énergie qui est liée à ces 2 phases, production et usage, elle est de l'ordre de 3 à 4% de la consommation finale d'énergie dans le monde. Et 50% de cette consommation intervient dans la phase de production des équipements et 50% intervient dans la phase d'usage. Pour vous donner des comparaisons qui permettent peut-être de mieux
visualiser ce dont il s'agit. Cette consommation d'énergie, donc de 3 à 4% de la consommation totale mondiale, se traduit par un taux d'émission de gaz à effet de serre qui est de l'ordre de 3 à 3,5% de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. C'est 50% de plus que le secteur du transport aérien. Je pense que cette simple comparaison permet de comprendre à la fois l'erreur que l'intuition peut nous amener à faire, et en même temps la dimension du sujet. Si on regarde plus précisément la façon dont cette consommation se produit, donc 50% pour produire les équipements, et essentiellement les équipements visibles, c'est-à-dire les smartphones, les ordinateurs, les télévisions connectées, et puis tous les périphériques numériques que l'on invente tous les jours pour inventer quelquefois de nouveaux usages. Et le reste, donc les 50% restants, c'est l'usage. Et dans cet usage, eh bien, on a à peu près un tiers entre la consommation des terminaux eux-mêmes, quand vous utilisez votre smartphone, votre ordinateur, un tiers donc de consommation qui est liée au data center, et un tiers de ces 50%, donc un sixième. Et donc la dernière partie, mais pas la moindre, c'est la consommation des réseaux, donc les réseaux des opérateurs télécoms, tout ce qui permet en fait de faire fonctionner l'Internet. Donc cette empreinte environnementale est donc significative, au moins dans sa composante énergétique. Qu'en est-il de son évolution ? Son évolution, je dirais, est encore plus significative, puisque cette consommation d'énergie augmente à un rythme de 9% par an. Il faut savoir que dans le monde, la consommation d'énergie, tous usages confondus, augmente d'à peu près 1,5% par an. 9% par an, et je m'arrête dans 30 secondes, ça veut dire que cette consommation d'énergie double tous les 8 ans. Et ça veut dire également donc, que si nous ne faisons rien pour influer sur cette tendance, eh bien, autour de 2025, le numérique pourrait représenter de l'ordre de 15%, de l'ordre de 10% par contre, des 10% des émissions de gaz à effet de serre. Et là, ce serait plus que le secteur automobile. Voilà, je m'arrête là, je pourrais continuer longtemps, mais je pense que ça permet déjà d'appréhender l'ampleur du sujet. Tout à fait. Là, ce que tu nous as fait, c'est vraiment une décrypture du problème. Et vraiment, là, j'aimerais, sur cette prochaine question, notamment un peu sonder nos intervenants sur vraiment comment diminuer cet impact, cette empreinte digitale, notamment des entreprises et de la société, et notamment si vous pouviez faire référence aussi à votre cœur d'activité, et comme ça au moins ça peut permettre au public de se projeter en fonction de différentes verticales d'activité. Et si on peut commencer par Kevin. Bonjour à tous. Donc Kevin Guérin, moi j'ai travaillé pendant 15 ans dans le système d'information, notamment sur la partie infrastructure, donc tout ce qui est mise en place de data center, migration de données. Et depuis 15 ans, en fait, je vois un certain nombre d'aberrations, entre guillemets, de la manière dont on utilise aujourd'hui ces technologies. Et donc l'année dernière, en fait, je me suis posé la question de comment on pouvait faire changer les choses et comment faire évoluer les choses. Donc j'ai tout d'abord passé une certification d'une méthodologie qui vient du monde de l'industrie, qui est Lean Six Sigma, qui est une méthodologie de résolution de problèmes par la mesure
et qui notamment cherche à réduire le gaspillage dans les industries et voir comment on peut appliquer cette méthodologie sur le monde du numérique et aller chercher justement ces phases de gaspillage du digital de manière générale, du numérique. Donc voilà, donc dans la continuité de mon métier de consultant, donc informatique infrastructure, voilà, donc j'ai développé cette expertise pour vraiment accompagner les entreprises sur cette partie-là. Et depuis quelques mois, j'ai passé sur une autre étape qui est une partie donc sensibilisation, puisqu'en fait ce qui est important en fait aujourd'hui, c'est vraiment de faire prendre conscience. Donc il y a des rapports qui sont sortis, notamment Shift Project l'année dernière qui a sorti un très bon rapport sur la sobriété numérique, qui permettent d'apporter des réponses, d'apporter des solutions, mais il y a vraiment un enjeu de sensibilisation des entreprises. Et donc comment réduire notre impact énergétique lié à ce numérique. Donc aujourd'hui, il y a des méthodologies qui existent, notamment donc Lean Six Sigma, qui permettent d'aller mesurer un certain nombre de choses et de faire de l'amélioration continue dans ce domaine. Mais il y a surtout un grand changement des comportements à apporter. Aujourd'hui, on utilise mal ces technologies, et notamment, j'y reviendrai un peu plus tard, mais sur voilà, j'en ai déjà un peu parlé, mais sur la partie cloud et data center, qui aujourd'hui, les data centers verts, c'est bien, mais ça suffit pas. Ce qui est important, c'est la manière dont on utilise ces data centers verts. Vous pouvez avoir le data center le plus propre possible. Si on l'utilise mal, ça servira pas à grand chose au final. Bonjour à toutes et tous. Je représente la société Carnot. Nous, on chauffe des bâtiments et de l'eau grâce à la chaleur perdue des serveurs informatiques. La particularité, c'est qu'on a la possibilité de récupérer la chaleur, et je crois que Fabrice en parlera tout à l'heure, directement à proximité du data center. Nous, on a décidé de répartir la capacité de calcul, de la distribuer directement là où existe un besoin de chaleur. Ce qui veut dire qu'on a monté un radiateur qui embarque des microprocesseurs informatiques. Et ces microprocesseurs informatiques montent en fréquence en fonction de la chaleur que veut obtenir l'usager. Plus l'usager veut de chaleur, plus on lui envoie de calculs. Et donc ces calculs-là, qui jusqu'ici étaient réalisés en data center, qu'il faut d'abord construire, qu'il faut ensuite alimenter et refroidir, nous on a supprimé la construction, on a supprimé le refroidissement, et la chaleur qui est dégagée directement par les microprocesseurs est dissipée dans l'appartement, dans le bureau, là où on a installé nos radiateurs, et on lance une chaudière sur le même système. Le but ici, c'est de faire, disons, une sorte d'économie circulaire numérique, c'est-à-dire qu'on a un déchet d'une part dans les data centers qu'on essaye d'évacuer à tout prix. Donc certains déportent les data centers dans le nord de l'Europe pour bénéficier de ce qu'on appelle le free cooling, le froid en direct. D'autres font des réseaux de chaleur au pied des data centers, très bien. D'autres continuent à trouver des solutions pour baisser l'empreinte énergétique et carbone des data centers. Tout ça sont des méthodes vertueuses. Nous, la différence, voilà, c'est qu'on disperse toute cette capacité de calcul directement là où existe le besoin de chaleur. Donc on est sur la partie vraiment, nous, plutôt usage, sachant que les derniers chiffres, alors je ne veux pas non plus trop vous étouffer de chiffres, mais il y avait un rapport du CNRS et de Françoise Berthoud notamment qui parlait de 10% de la consommation électrique pour le numérique, et je reprends à ma guise le processeur informatique. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de répartir cette capacité de calcul. Nous, on appelle ça le computing anywhere, ce qui veut dire que potentiellement, grâce à des infrastructures logicielles qu'on a chez nous, on est capable d'envoyer le calcul où on le souhaite et en fonction des besoins de chaleur qui existent. Alors dans la même veine que ce que vient de dire le Carnot Computing, ce qui concerne Bouygues, donc Bouygues, il y a une filiale qui s'appelle Bouygues Energy Service qui construit et exploite des data centers partout en France et même en Europe. Donc parmi les solutions qui ont été évoquées, donc outre le free cooling, la récupération de chaleur fatale, ça commence à devenir systématique, mais la difficulté c'est d'arriver à trouver en même temps un projet, enfin une infrastructure qui va accepter de récupérer cette chaleur. Parce qu'on est sur des écosystèmes de clients qui n'ont rien à voir les uns que les autres, et donc de trouver en même temps l'opportunité d'avoir un client qui va récupérer cette chaleur fatale pour chauffer sa piscine, chauffer ses immeubles ou l'eau chaude sanitaire de ses logements,
en même temps qu'on construit le data center qui a des clients qui sont complètement différents. Pour aligner les planètes, c'est compliqué. Donc ce qu'on propose nous, nos clients dans ces cas-là, c'est de faire des data centers ready to récupération de chaleur future, de manière à ce que si il y a une infrastructure qui vient se construire à proximité du data center un peu plus tard, on puisse capturer cette chaleur fatale avec des pompes à chaleur et l'utiliser. Alors quand on peut aligner tout, c'est bien sûr plus simple. Alors là, les donneurs d'ordre ont un rôle à jouer, notamment les élus. Quand on implante un data center, le réflexe d'avoir un réflexe d'écologie industrielle pour pouvoir récupérer systématiquement ces chaleurs, c'est vraiment quelque chose qui doit être maintenant systématique. Alors, l'efficacité énergétique maintenant, dans ces data centers, c'était dit, on peut utiliser le Lean pour l'amélioration continue, on peut utiliser aussi la norme ISO 50001, management de l'énergie, c'est un très bon référentiel. Nos data centers, à nous, pour Bouygues Telecom, sont certifiés. Ça permet de faire des progrès par la mesure, mais aussi par l'optimisation des serveurs, la virtualisation notamment. Donc là aussi, on accompagne nos clients dans ce domaine-là. Il y a des économies énormes à faire, parce que souvent, les logiciels qui sont utilisés par les entreprises notamment ne sont pas éco-conçus. D'où l'intérêt d'utiliser d'ailleurs des méthodologies de l'amélioration continue du secteur industriel. On parle de Green IT, mais de Lean IT, pour faire cette optimisation continue. Et après, il faut travailler sur les usages. Alors les usages, il y a des choses qui n'existent pas encore et qu'on projette de mettre en place. Il n'y a pas de permis de conduire du numérique aujourd'hui. Et on pourrait imaginer aussi que, comme on est tous des utilisateurs du numérique, qu'on apprenne à utiliser le numérique dans son volet sobre. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de mauvais réflexes à éliminer dans nos façons d'utiliser le numérique. Et on pourrait imaginer demain des applications, encore une, mais qui sont en fait des coachs, un peu comme il y a des coachs santé, mais des coachs numériques pour dire, attends là, tu t'apprêtes à envoyer un mail avec multiples pièces jointes. Aujourd'hui, il y a des solutions pour faire autrement, notamment en utilisant le cloud, pour éviter en fait d'avoir des pièces jointes trop lourdes. Et puis il y a 1000 façons aussi d'être plus responsable dans l'utilisation numérique, mais la plupart du temps, les gens ne le savent pas. Donc, utiliser des systèmes de coaching, utiliser des tokens également, lorsque les personnes utiliseront mieux demain le numérique, on pourrait imaginer qu'ils puissent capitaliser sur des éco-gestes vertueux qu'ils pourraient mettre en œuvre tous les jours et qui leur permettraient de gagner des points. Et ils pourraient comme ça se comparer avec d'autres utilisateurs du numérique pour initier une démarche vertueuse pour une utilisation numérique responsable. Donc je pense que d'initier des changements de comportement par le jeu, par l'émulation, c'est toujours mieux que d'initier des changements de comportement par la punition ou par la coercition. Ce que je voudrais dire aussi, ça a été dit sur la reuse des terminaux. Donc nous, chez Bouygues, on a créé il y a quelques années, aujourd'hui c'est une entreprise indépendante, mais on a une participation dans cette entreprise qui s'appelle Recommerce. Ils sont d'ailleurs présents sur le salon ProDurable, je vous invite à aller les voir. Et que fait cette société? Cette société récupère en fait des smartphones dont les clients se débarrassent, parce qu'ils veulent, pour une raison que j'ignore, toujours le dernier smartphone à la mode, sachant qu'ils ne font pas toujours, nos clients, la différence entre un smartphone dernière génération et celle juste d'avant, c'est toujours assez subtil. Mais bon, donc ils récupèrent des smartphones de 2 ou 3 ans d'âge, ils les nettoient bien sûr d'un point de vue numérique, pour enlever bien sûr toutes les datas du propriétaire précédent, ils les reconditionnent, ils les retestent, et ils les remettent sur le marché, dans les boutiques Bouygues Telecom notamment, mais pas seulement, ils ont un site dédié, ce qui permet donc de multiplier par 2 ou 3 la durée de vie de ces smartphones. Ça a l'air de rien, mais les chiffres sont éloquents, effectivement, plus de 100 milliards de terminaux qui sont dans nos tiroirs, et le taux de récupération, tenez-vous bien, il est de 3 à 4%. Donc là aussi, il y a une fausse idée, vous avez tous, vous, probablement des terminaux dans le tiroir. La plupart du temps, on le garde parce qu'on se dit, ah oui, si le mien tombe en panne, etc. Puis en fait, bon, c'est jamais ce qui se passe. Donc il faut avoir le réflexe d'aller le rapporter dans les boutiques ou de le renvoyer à Recommerce, parce que finalement, c'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est assez basique en termes de responsabilité. Et surtout qu'ils vous le rachètent. Donc en plus, vous avez dans vos tiroirs un actif que vous ne valorisez pas et qui perd de la valeur dans le temps. Donc ça aussi, on pourrait imaginer aussi demain que les fabricants de terminaux, on les incite à ça, et abandonnent petit à petit la notion de vente, de possession de ces terminaux, et qu'on puisse rentrer dans un système de location, ce qui inciterait encore plus les gens à les redonner une fois qu'ils n'en ont plus l'usage. Mais sachant qu'il y a plus de terminaux aujourd'hui sur la planète que d'habitants. On est à 9 milliards de smartphones,
Et on n'est que 7,3 milliards a priori. Donc, pour donner un peu l'importance de ces matières premières qui se baladent partout sur la planète. Donc voilà, quelques exemples que je peux vous donner aujourd'hui sur... Enfin, le plus important pour nous, en tout cas, c'est les data centers. Parce que les data centers, il y en a, je sais pas, il y en a un par semaine qui s'ouvre en ce moment sur la planète. Donc c'est énorme. Et compte tenu des chiffres qui ont été annoncés tout à l'heure, et vu la consommation de ces data centers, il est vraiment important de les coupler à des infrastructures pour éviter ce gaspillage énergétique. Merci beaucoup pour ces éléments. Moi, si j'essaye de me projeter, de me mettre à la place du public, et notamment on a de nombreux professionnels, j'aurais une question à vous poser, notamment tout d'abord à Kevin. Concrètement, moi, dans mon quotidien professionnel, ou même personnel, si je souhaite engager une démarche de numérique responsable, par quoi je commence ? Déjà, c'est de se poser les bonnes questions et de se poser des questions qu'on ne se pose plus. Notamment par rapport à un exemple tout simple. Aujourd'hui, la box internet qu'on a tous à la maison, elle fonctionne 24 heures sur 24. Combien d'heures par jour vous l'utilisez réellement ? 1 heure, 2 heures, 3 heures, allez, 10 heures pour ceux qui travaillent à la maison, mais la plupart des gens ne l'utilisent pas en fait, et elle tourne 24 heures sur 24. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles il va falloir se reposer des questions. Et dans le cloud notamment, donc mon expertise aujourd'hui, on a beaucoup de ces questions qu'on se posait par le passé sur la criticité des applications qu'on posait sur les infrastructures et sur le besoin de disponibilité. Et en fait, on revient sur les mêmes logiques en fait dans le cloud, c'est qu'on bascule avec cette transformation digitale. En fait, le cloud est devenu la solution par défaut. Et en fait, le cloud, c'est pas automatique. Il y a des besoins de choses qui sont sur le cloud et d'autres qui n'ont pas besoin. Par exemple, un site e-commerce qui soit sur le cloud, c'est très bien parce qu'aujourd'hui, avec les technologies qu'elles nous permettent, de gérer les pics d'activité au cours de l'année. Pour autant, encore récemment, l'année passée, un client m'a demandé d'installer un site e-commerce sur un serveur surdimensionné, au moins 4 fois, pour pas dire plus, que nécessaire, parce qu'il fallait prévoir le Black Friday. Donc vous imaginez un serveur qui tourne à 10 fois ou 15 fois sa capacité toute l'année pour être à 4 fois sa capacité le jour du Black Friday au cas où. Alors qu'aujourd'hui on a des technologies, notamment les technologies cloud, qui nous permettent de gérer ces pics d'activité. Mais parce que pour des enjeux business et de zéro risque, le client, ce que je peux comprendre, préfère ne prendre zéro risque. Donc, du coup, il y a vraiment cette notion d'usage et de se reposer les bonnes questions. Et à côté de ça, on a des applications. J'ai discuté avec un client récemment dans un hôpital, les applications d'hospitalisation de jour. Elles tournent 24 heures sur 24. Techniquement, elles n'ont pas besoin de tourner la nuit. Donc en fait, il y a plein de questions comme ça qu'il faut se reposer sur son utilisation, sur comment. L'autre problème, c'est sur les applications en elles-mêmes. Aujourd'hui, il faut passer sur des applications en termes d'éco-conception, parce qu'aujourd'hui, sous prétexte que les réseaux sont de plus en plus grands, on fait des applications de plus en plus gourmandes. Et en fait, c'est comme si on avait des autoroutes sur lesquelles on ajoutait régulièrement des lignes, donc la 2G, la 3G, la 4G, bientôt la 5G, et sous prétexte que l'autoroute est de plus en plus large, on fait des applications de plus en plus larges, des voitures de plus en plus larges. Alors qu'il y a moyen d'optimiser ces applications, de faire en sorte qu'elles sont moins gourmandes, et juste de réfléchir. Et c'est aussi des économies d'échelle pour les entreprises, puisqu'en fait cette bande passante, plus l'application elle est large, plus elle consomme de bande passante. Cette bande passante, pour sortir du data center, quand on parle de data center de cloud public, donc je vais citer aucune marque, mais cette bande passante, on la paye. Donc elle sort du data center et on paye cette bande passante sortante. Donc en fait, il y a aussi des économies à faire sur l'instant T, au moment où on consomme cette bande passante, et aussi sur la durée, puisque plus l'application sera légère, et bien sûr, moins elle consommera d'énergie, d'un point de vue écologique, d'un point de vue environnemental, mais aussi moins elle consommera de finances, puisque notamment tout ce qui est cloud public, on est sur du pay as you go, y compris sur des formules de cloud privé dans certains cas,
Mais voilà, en fonction de ce que... Donc il y a vraiment se repenser. En fait, le cloud, c'est pas automatique. Les data centers, il y a moyen de les gérer différemment en fonction des besoins. Il y a des applications qui ont besoin de redondance en fonction de leur criticité. Il y a des applications qui n'ont pas besoin de cette redondance. Et aujourd'hui, on est sur des data centers qui souvent démultiplient en fait la redondance pour assurer les contrats de service de disponibilité à 99,9999%. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 10 serveurs, des fois, on n'en connaît même pas le nombre, qui sont derrière, en dessous, qui sont invisibles, qui assurent cette redondance, alors qu'on a des données qui n'ont pas besoin d'être là, y compris pour les mails, y compris pour... Alors, on parle beaucoup du numérique qui consomme, mais on fera aussi parler du numérique qui permet d'économiser. Donc, vous avez tous entendu parler des stratégies Smart City. C'est une mode qui risque de durer un certain temps. On a, nous, un démonstrateur à Dijon, actuellement, un contrat que nous avons gagné. Et là, on utilise bien sûr massivement les objets connectés numériques pour améliorer la gestion des flux physiques dans la ville. Et lorsque c'est utilisé intelligemment, ces technologies numériques, là, pour le coup, ça fait économiser de l'énergie, mais d'autres sources d'énergie. Donc, je pense que dans le bilan global de l'empreinte énergétique du numérique au monde, il faut aussi pouvoir mettre en perspective ce que ça fait économiser. Je vous donne des exemples. Lorsque vous gérez numériquement les feux tricolores dans une ville pour optimiser le fait que les voitures attendent le moins longtemps possible en fonction du trafic, et donc fluidifier le trafic, il faut faire des économies énormes en fait aux gens. D'abord, ils perdent moins de temps, ça circule mieux, il y a moins d'attente inutile, et vous fluidifiez le trafic. Et donc ça, bien sûr, c'est très bon pour tout le monde, c'est bon pour la qualité de l'air dans les villes, c'est bon pour les économies d'énergie fossiles, cette fois-ci, directement liées à la consommation des véhicules. Pareil pour les points lumineux, sans le numérique, c'était du on-off, et aujourd'hui, on est capable de réguler les lumens, les lux qui sont envoyés au sol en fonction de la luminosité de la ville, de la nuit. Il y a la lune, il n'y a pas de lune. Et ça, c'est des choses qui font faire des économies énormes aussi aux villes, sachant que l'éclairage public, c'est souvent le premier poste de dépense énergétique des villes. Et puis des exemples comme ça, il y en a plein. Donc tout n'est pas mauvais dans ce cochon-là du numérique. Hein. Il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes à utiliser, notamment aussi d'utiliser les capteurs dans les bâtiments pour travailler sur l'inertie de ces bâtiments, anticiper les phénomènes météo exceptionnels pour éviter les pics, qui sont toujours très consommateurs d'énergie. Donc le numérique a plein de vertus dès lors qu'on sait l'utiliser intelligemment. Donc c'est ce que je voulais vous dire aussi là-dessus, sur le fait que oui, le numérique c'est un vecteur énorme de consommation, mais dans certains cas c'est aussi un vecteur énorme d'optimisation. On peut réagir réagir peut-être aux deux interventions précédentes. Peut-être repartir de l'exemple des feux de circulation. Effectivement, le fait de piloter de façon intelligente les feux de circulation va améliorer la fluidité. Le problème, c'est que si on n'accompagne pas cette amélioration d'une politique qui va consister à maintenir constant ou à réduire le nombre de véhicules, très probablement, la conséquence sera un effet rebond et nous aurons plus de véhicules et donc nous aurons plus de consommation. Et alors je prends cet exemple parce qu'il est extrêmement significatif en fait de la problématique, pas seulement du numérique, hein, mais en particulier du numérique. À chaque fois en fait qu'on invente quelque chose dans un souci d'optimisation, on optimise effectivement ce qu'on cherche à optimiser, mais on déclenche dans la très grande majorité des cas en fait un accroissement de l'usage et donc à terme de la consommation. Donc ça c'est clairement une dimension qu'il faut intégrer dans la conception des innovations et véritablement avoir à l'esprit que l'innovation technologique en elle-même ne va pas forcément, ne garantit pas le progrès qu'on cherche. Elle peut permettre ce progrès, mais l'essai ne sera transformé que si l'introduction de l'innovation technologique s'accompagne de politiques qui font en sorte qu'on se serve effectivement de cette innovation de la façon dont on avait prévu de se servir.
Voilà, je fais des longues périphrases, mais c'est exactement comme ça que le sujet se pose. Deuxième remarque sur la façon d'économiser cette fois-ci l'énergie consommée par le numérique. Je pense que tout ce qui a été dit est très très bien, mais il faut quand même partir des grandes masses. Aujourd'hui, donc on est à peu près, si on cumule production et usage, à peu près 2/3 de l'énergie, elle est consommée par les terminaux et les périphériques. Et sur ces 2/3, les 3/4 sont consommés lors de la production de ces équipements. Donc, le meilleur geste pour réduire ce poste de consommation, c'est d'acheter moins de terminaux, donc en particulier de les renouveler moins souvent. Donc aujourd'hui, la fréquence de renouvellement d'un smartphone en France est à peu près 18-19 mois. Eh bien, si on passe à 3 ans, on réduit en fait de moitié l'impact carbone des smartphones en France. Alors, je dis bien en France parce que l'électricité étant fortement décarbonée, là, le poids de la production dans l'empreinte carbone du smartphone, c'est 99%. Et puis, deuxième point, j'en aurais fini ma remarque, ces terminaux, à quoi les utilise-t-on aujourd'hui? Essentiellement, pour l'instant, à consommer de la vidéo. 80% du trafic qui circule sur les réseaux, c'est de la vidéo. 90% de cette vidéo, c'est de la vidéo que je qualifierais de loisir. Donc, en fait, à peu près 50% de la consommation des réseaux et des data centers, elle est liée à ces usages vidéo de loisirs. Là aussi, il faut se demander, est-ce qu'on veut vraiment regarder 15 vidéos de petits chats par jour, ou est-ce qu'on peut se satisfaire d'en regarder 7 ? Là aussi, on réduit de moitié la consommation énergétique. Compte tenu de l'impasse climatique qui se profile devant nous, ça vaut peut-être la peine d'y réfléchir. Je voulais ajouter, moi, que on va arriver à un point délicat où l'économie se confronte à l'écologie. Sur le sujet des data centers, on est en plein dedans. C'est-à-dire que si on construit des data centers, c'est pas pour le plaisir, c'est pas pour foutre des verrues dans les zones artisanales de nos villes, c'est bien parce qu'il y a un appel, il y a une demande, et donc il y a un besoin de les construire. La particularité là-dessus, c'est que construire davantage de data centers, c'est faire davantage d'apports électriques, c'est consommer encore plus, c'est prendre du foncier, donc c'est potentiellement, parfois supprimer des terres, peut-être pas agricoles, mais disons, le mot m'échappe, mais voilà, c'est ça, arabe. Il y a une grande ambivalence entre ces deux points-là. Le gouvernement récemment a baissé la fiscalité de l'électricité pour les data centers. Alors, on l'entend parfaitement, l'argument économique, c'est-à-dire qu'on veut pas devenir un nain dans le domaine du numérique au sein de l'Europe et a fortiori au sein du monde. Mais dans le même temps, vous comprenez bien qu'il y a une petite difficulté intellectuelle quand le discours d'après, on entend qu'il faut faire davantage d'écologie, qu'il faut consommer meilleur. Donc là, bon, je jette la pierre à personne, mais on se retrouve dans l'opposition entre un discours et des besoins. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que réduire, on y est tous appelés, et je pense qu'il y a une sensibilisation à faire, c'est ce qu'on s'est dit, on apprend à éteindre la lumière, quand on quitte une pièce, on n'apprend pas forcément à mieux gérer ses ressources numériques, donc il y a du travail à faire là-dessus. Or, vous voyez, je vais vous donner un exemple, nous on a deux types de clients chez Carnot, donc on a des clients qui nous achètent du calcul informatique, et de l'autre côté, on a des clients qui nous achètent du chauffage. Les calculs des premiers tournent dans les radiateurs des seconds, pour faire très simple. On travaille avec des grandes banques, qui sont nos clients principaux sur le calcul informatique. On a envie de les inviter à faire beaucoup moins de calculs, à être beaucoup plus responsables, etc. En fait, c'est la BCE qui les oblige à faire des calculs qu'on appelle des calculs réglementaires, ils n'ont donc pas d'autre choix que de les faire. Et donc ces calculs-là, soit d'eux-mêmes, ces grandes banques font le choix d'un calcul, disons, un peu plus vert, plus responsable,
soit elles continuent à faire tourner leurs calculs dans leur data center. Donc la croissance, elle est aussi inhérente à l'activité économique, et on est tous aussi coupables de ça, alors à l'échelle individuelle, mais à l'échelle professionnelle aussi. Quand on envoie nos photos à la fin du week-end sur le cloud, c'est un exemple très, très terre à terre, hein, très trivial, mais en réalité, les photos existent quelque part. Moi, je dis souvent que la dématérialisation, c'est du vent, c'est une rematérialisation qui existe, que vous n'avez plus chez vous, ce que vous n'avez plus au bureau ou dans le salon, ça existe quelque part, et ce quelque part, il est invisible pour la plupart d'entre nous, mais c'est pas dans les nuages, c'est dans des data centers. Donc on a aussi une prise de conscience de l'aspect matériel. Alors là, c'est peut-être un peu plus philosophique, mais le numérique, c'est du matériel. Il y a quelque chose qui existe quelque part. Voilà, alors le côté rematérialisation, dématérialisation, et puis nous on milite, alors Carnot est membre fondateur d'une association qui s'appelle Luciole, qui lutte contre, qui promeut une consommation intelligente et optimisée de l'énergie. On pense, nous, qu'il y a aussi des schémas à construire nouveaux, qu'on n'est pas obligé de suivre la tendance générale. On pense que ça passe par le comportement, mais on pense aussi que ça passe par des solutions technologiques. Alors on a parlé de mesures, nous on est entièrement en phase avec ça. Et puis par le progrès technologique, je rejoins Fabrice, c'est pas qu'un drame, le numérique, c'est aussi se donner les moyens d'avoir des solutions. Alors il faut faire la part des choses entre le futile, les vidéos de chats et des usages qui sont absolument secondaires, et puis le capital. Voilà, donc c'est un peu un pot pourri d'idées, mais c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup Quentin. Là, après avoir exposé un peu l'enjeu, le problème, et notamment nous, c'est un peu notre quotidien, on voit au quotidien, on a un énorme problème notamment autour de la connaissance de ce sujet-là, de la sensibilisation. Et si vous pouviez justement peut-être apporter 2-3 insights forts sur comment on pourrait mieux sensibiliser, mieux faire prendre conscience du sujet, et peut-être aussi conclure sur une note assez positive, parce que pour l'instant c'est un discours assez alarmiste, sur justement comment on pourrait créer cette dynamique pour faire en sorte justement de rendre l'aspect écologique et l'aspect économique pas antinomiques. Ça, c'est une bonne question. C'était pas préparé. Donc, moi, je pense qu'effectivement, on voit bien aujourd'hui avec les crises sociales que l'on connaît qu'il faut arriver à avoir un discours positif sur ce sujet. Alors, moi, je vais vous donner un exemple. Donc, complètement d'accord avec mon voisin sur les histoires d'effets rebonds. Ils existent, il ne faut pas les nier. Mais vous avez peut-être probablement utilisé une voiture un jour. Et qu'est-ce qui est emmerdant avec une voiture lorsqu'on est dans une ville, même si c'est plus sympa de voyager en ville sans voiture, mais c'est pas toujours possible, il peut y avoir du fret, vous connaissez le problème. Aujourd'hui, on est capable, avec le numérique, de savoir quelles sont les places de parking qui sont libres, pas libres. Vous savez que 30% des véhicules aujourd'hui qui circulent dans une ville cherchent une place de parking. Et je ne parle pas de Paris, je parle de toutes les villes denses. Là aussi, grâce au numérique, on pourra demain, et on sait déjà le faire, savoir identifier rapidement les places qui sont libres, pas libres, et avoir une facturation directe. Dans les villes où on a eu ce genre d'expérimentation, notamment les villes en Asie, on améliore notablement la fluidité de circulation de la ville. Alors bien sûr, attention aux effets rebonds, mais de toute façon, c'est un combat de tous les jours. Surtout, on diminue la pollution, et on fait surtout rentrer de l'argent dans les caisses de la ville, parce que le stationnement, il est beaucoup plus facile à suivre, à monitorer, et on peut faire une facturation temps réel des stationnements du fait de l'usage de ce type d'application. Donc nous, on met au point, en ce qui nous concerne, ce type d'approche pour que tout le monde y gagne. Le citoyen, confort d'usage, qualité de vie, la collectivité, récupération d'incentives, récupération d'argent pour pouvoir financer notamment des offres sociales. Il faut savoir qu'une ville comme Paris, qui a un taux de recouvrement que de 10% de ses places de parking, si ça passait à 100%, ce qui numériquement serait possible, c'est 320 millions d'euros qui rentreraient dans ses caisses tous les ans. C'est le budget des crèches pour la ville de Paris. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a des solutions. Et je pense qu'on peut avoir des solutions aussi par l'éducation. C'est pas normal aujourd'hui que les enfants ne soient pas éduqués sur une utilisation responsable du numérique. Donc comme ils sont sensibilisés à tout ce qui est éducation routière, on devrait dès maintenant proposer aux enseignants de faire ce type d'information sur comment utiliser de façon responsable le numérique. Ça passe déjà par l'éducation.
Et je continue aussi sur mon histoire de jeu, de gamification. Il y a des sociétés qui font ça aujourd'hui, comme Transway, pour inciter les utilisateurs numériques qui n'ont pas conscience de tout ce qui vient de se dire, parce que tout le monde n'a pas lu le rapport du Shift ou n'est pas sensibilisé sur ces histoires de consommation d'énergie et numérique, parce qu'effectivement ça ne se voit pas, alors que c'est très très matériel pour autant. L'utiliser, la sensibilisation par le jeu, ça fonctionne. On le fait nous aujourd'hui sur certains de nos programmes, ou sur les économies d'énergie en général, et pas simplement les économies d'énergie du numérique. On sait que le jeu ça fonctionne. Et notamment, ça fonctionne sur l'eau, ça fonctionne sur les consommations d'énergie en général. Donc il faut absolument passer par cette phase de gamification qui peut entraîner des comportements tout à fait vertueux. Donc c'est possible, il y a des solutions. Je rejoins tout à fait ce que vient de dire Fabrice sur la partie jeu, les formations ludiques en fait, sur le... Voilà. L'idée, en fait, c'est vraiment il faut un maximum d'ambassadeurs sur ce sujet, il faut sensibiliser au maximum, il faut vulgariser ce message, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un data center, ce que ça représente, et c'est pas grave en soi, parce que on leur demande pas de connaître toute la technicité. Par contre, il faut qu'ils prennent conscience que ce que ça génère derrière. Aujourd'hui, Internet génère plus de CO2 que l'aviation civile. Donc du coup, ça fait partie des choses qu'il faut sensibiliser, il faut apprendre et il faut vulgariser pour avoir un maximum d'ambassadeurs. Après, pour rejoindre ce qui est recoupé sur ce qui a été dit précédemment, en fait, la technologie, elle peut être utilisée dans les deux sens. Aujourd'hui, un avion peut aussi bien lâcher des bombes que emmener des touristes en vacances. Donc en fait, c'est pas la technologie en elle-même qui est le problème, c'est la manière dont on l'utilise. Donc elle peut avoir un impact positif comme un impact négatif. Donc en fait, moi ce que j'aime à dire, c'est que la technologie, c'est comme une bouée pour sauver un homme à la mer. Si elle est mal conçue ou mal utilisée, elle sera inutile au final. Donc il faut vraiment travailler sur cette notion de besoin, de quel est l'objectif, quel est l'impact global, pour rejoindre ce qu'a dit Hugues. C'est, voilà, il y a l'outil, il y a sa finalité, mais quel est l'impact de l'outil en lui-même? Il faut prendre la chaîne dans tout son ensemble pour vraiment regarder cet impact. Et puis surtout, il faut agir au quotidien par des actions simples. Alors je vais vous demander de tous sortir vos téléphones portables, de rechercher une application dont vous ne vous servez plus, parce que même si elle est sur votre téléphone et que vous ne vous en servez plus, cette application nécessite régulièrement des mises à jour, elle consomme de la bande passante, et donc si vous voulez commencer à agir dès maintenant, je vous invite vraiment à prendre vos téléphones portables, rechercher une application dont vous ne vous servez plus et la supprimer. Vous aurez déjà fait un premier geste pour aujourd'hui. Hugues et Quentin, 2 petites minutes, 2 minutes. Alors, très court, je pense que le sujet est politique. Je crois que la sensibilisation passera par aussi le fait que les élus et notamment nos parlementaires se saisissent du sujet. Donc on est déjà en discussion là-dessus et on a des demandes et tant mieux. Ça mérite de devenir une grande cause. On ne va pas attendre que ce soit la catastrophe et que ce soit une pierre destructrice de plus sur notre planète pour s'en saisir. Donc moi je pense vraiment que c'est un enjeu qui doit être mis au devant, qui doit être ébruité. Si vous remarquez, il y a des sujets moins sexy que ça quand même. Les bouts rouges, c'est moins sexy que le numérique. Le numérique, tout le monde le touche. C'est-à-dire que tout le monde a un avis là-dessus. Tout le monde le manipule, tout le monde s'en lasse, s'en félicite, s'en sert tous les jours. Donc à mon avis, il y a un gros sujet là-dessus qui touche vraiment chacun d'entre nous. Donc je crois que le sujet doit devenir politique. Alors c'est facile, c'est des incantations, mais on y va nous tous petit à petit. Et le rapport du Shift là-dessus a fait aussi bouger un peu les choses. Donc je suis convaincu que ce genre d'études factuelles, objectives, mérite d'être portées au grand jour. Alors peut-être pas je sais pas combien Hugues t'as fait de pages, mais peut-être pas les 248 pages, mais 280 80, bon. Mais une petite page qui permet déjà de faire une synthèse, ça doit exister. Et puis alors pour terminer sur la note positive, je vais vous donner un cas concret, je suis désolé, je termine en parlant de Carnot, mais on a livré l'année dernière un bâtiment, des logements sociaux et des bureaux à Bordeaux, et on chauffe grâce à la chaleur fatale informatique, 49 logements sociaux et 2 niveaux de bureaux pour 6000 m².
grâce à des radiateurs qui embarquent des microprocesseurs informatiques. Donc les choses sont possibles. Parlons, je suis d'accord là-dessus, parlons des choses qui se passent bien, des piscines qui sont chauffées avec des data centers voisins, et parlons aussi des logements sociaux et des gens qui n'ont plus de facture d'électricité pour le chauffage, puisque le modèle Carnot le permet. Et donc il y a des gens qui ne se chauffaient pas. Il y a 8 millions de personnes en situation de précarité énergétique en France, mais pourquoi pas faire d'un déchet pour les uns une ressource pour les autres. Donc, je vais dire des choses sur une tonalité nettement moins positive. J'ai pas envie d'être positif en fait. Non, parce que la situation, c'est que à partir de cette année, globalement, si nous voulons rester sous les 2 degrés, nous devons réduire les émissions de gaz à effet de serre de 4% par an. D'accord ? Moins 4%. Les émissions du numérique augmentent de 8% par an. Donc, moi, ça m'angoisse plus que ça me fait sourire. Et donc, il est vraiment urgent de s'en occuper. Pas seulement du numérique, mais en particulier du numérique. Et il y a un geste très simple. Là, quand vous regardez un film en streaming, un film Netflix par exemple, sur votre smartphone, soyez conscient que la consommation d'énergie réelle, en fait, c'est 2000 fois celle de votre smartphone. D'accord ? Et comme la plupart des serveurs sont situés notamment aux États-Unis et dans des zones où le mix électrique est carboné, les émissions de gaz à effet de serre, c'est 20 000 fois. Et la dernière chose que je voudrais dire, je pense que c'est très bien de vouloir éduquer les générations suivantes numériques, mais le problème, il n'est pas dans 10 ans, le problème, il est maintenant. Donc les gens qui ont révisé la façon dont ils agissent, c'est nous, c'est vous dans la salle. C'est pas nos enfants. Nos enfants, ils récolteront les conséquences de ce qu'on aura fait ou pas. Alors j'ai une solution pour vous, pour éviter de regarder Netflix, regardez TF1, ça consomme moins. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci.